La citation principale de laquelle je suis parti est la suivante. Aujourd'hui que notre civilisation occidentale est allée très loin dans l'expertise de l'objet et de la machine, nous comprenons que ce choix qui nous a fait démiurge nous a aussi coupé d'autres intelligibilités du monde et nous y a assigné une place particulière. Alors, il y a deux points en particulier avec lesquels on va commencer, qui sont le terme de démiurge et définir ce que c'est l'expertise de l'objet et de la machine, ou du moins la compréhension que j'en ai eue et qui poussée. Donc, d'abord le démiurge. Qu'est-ce que c'est, qu'on soit d'accord sur le terme? D'après le Timée de Platon, il s'agit d'un dieu qui organise la matière à partir justement de la matière qui a déjà été mise en place par la monade, un dieu créateur indépendant. Dans la vision du gnosticisme, on rajoute une composante morale où le démiurge est foncièrement mauvais, puisque la partie immatérielle du monde est parfaite, puisqu'immatérielle, et tenter de mêler l'immatériel, donc finalement la vie, l'essence de l'âme, au matériel, est nécessairement mauvais, puisqu'on va teinter cette perfection de l'imperfection du matériel. Voilà ce que c'est le démiurge. Maintenant, la notion d'expertise des objets et des machines. C'est là qu'on a cette notion d'évolution temporelle. Donc les objets et machines en tant qu'outils utilisés par les humains commencent avec les outils manuels. La première révolution est la mécanisation de ces outils. À chaque fois, on va finalement améliorer les outils précédents. Il ne s'agit pas d'une remise à plat. On va simplement réussir à mécaniser les outils qu'on avait auparavant pour qu'ils soient plus puissants, pour qu'ils passent plus à l'échelle. La troisième révolution, c'est celle que Jacques Greenwald appelle la révolution carnotienne. C'est celle qui nous a fait basculer dans une société thermo-industrielle où on utilise massivement l'énergie fossile. Et encore une fois, finalement, il ne s'agit jamais que d'une amélioration des outils mécaniques auparavant, dont on augmente encore la puissance. La révolution suivante, c'est la maîtrise de l'électricité, où finalement on parvient à découpler la génération de l'énergie de sa consommation, et on découvre également de nouveaux types d'utilisation de l'énergie, plus simplement des usages mécaniques, mais également des usages purement énergétiques, tels que la génération de lumière, de chaleur, ce genre de choses. Et la dernière révolution, qui se base encore une fois sur les révolutions précédentes, c'est la révolution numérique, où on va être capable de transformer cet usage de l'énergie, cet usage d'énergie électrique, en un usage informationnel. Alors, dans toutes ces évolutions-là, effectivement, nous avons clairement été démiurges par notre expertise de l'objet et de la machine. Prenons l'exemple de la révolution du numérique. Là où nous sommes clairement démiurges, c'est lorsque nous transformons des matières premières telles que des terres rares, du silicium, en des composants électroniques, et dans lesquels nous faisons transiter de l'électricité. Et là, clairement, on est démiurges. On transforme le matériel qui est déjà en place. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ces composants matériels? Finalement, on va créer un nouveau monde qui est totalement immatériel, à partir de ce matériel-là. Est-ce que, quand nous faisons cela, nous sommes encore démiurges, ou est-ce qu'au contraire, nous sommes plutôt des anti-démiurges en quelque sorte, puisque à partir du matériel, nous entendons nous en extraire et de retourner dans l'immatériel pur? Bon, ça déjà, c'est un premier point de réflexion que je trouvais intéressant. Mais penchons-nous surtout sur ce que nous faisons de ce monde immatériel que nous créons à partir du matériel. Eh bien, nous l'utilisons avant tout pour créer des réseaux. Alors, évidemment, il s'agit de réseaux techniques avec Internet, qui est le plus connu, etc. Mais, alors, encore une fois, sur un point de vue un petit peu technique, je peux vous le dire, d'un point de vue technique, la quasi-totalité des systèmes virtuels sont des réseaux, même si on n'en a pas forcément conscience quand on s'en sert. Les concepts de programmation eux-mêmes se reposent sur des notions d'agents techniques et d'interaction entre eux. On va tout modéliser sous forme d'agents qui interagissent entre eux. Donc finalement, tous les réseaux techniques, ce sont des graphes qui ont donc des nœuds, qui sont, selon si on est dans le virtuel pur ou non, peuvent être par exemple des composants matériels qui interagissent entre eux, ou bien des agents virtuels, et des arcs qui vont les relier, donc définissant les interactions entre ces différents blocs. Ces réseaux techniques, finalement, ne sont pas sans rappeler la description d'une société que donne Lévi-Strauss, par exemple, dans l'introduction à l'œuvre de Mauss, où il compare les sociétés à un univers où des masses discrètes seulement seraient hautement structurées, et dans lesquelles il serait inévitable qu'un pourcentage d'individus se trouve placé hors système, ou entre plusieurs systèmes irréductibles. Et finalement, c'est entre ces blocs que
dans les espaces sociaux, on a des espaces intermédiaires avec des personnes qui se retrouvent isolées. C'est là où se placent les relations dans les réseaux techniques. Donc on pourrait voir un lien topologique finalement entre les réseaux techniques et les réseaux sociaux. Maintenant, il faut se méfier fortement de ce genre de similarités qui ont parfois tendance à tomber dans le syllogisme. En particulier, Pierre Musso, qui est un professeur des sciences de l'information et de la communication à l'université de Rennes, qui est un philosophe de formation, dans son ouvrage La rétiologie, justement, il met en garde, enfin même il dénonce, mais là ici on va dire qu'il met en garde, contre l'idéologie contemporaine du réseau, ce qu'il appelle la rétiologie, qui serait une utopie technologique, un fétichisme censé théâtraliser un dieu caché. Alors je trouve ça très intéressant, parce que ce fameux dieu caché, est-ce que c'est pas le démiurge à nouveau, mais qui organiserait des réseaux immatériels. Donc il nous met en garde contre ce fantasme de réseaux techniques qui serait capable d'aboutir à de nouveaux réseaux sociaux, donc à une nouvelle société. Il y a un terme en particulier qui me semble important ici, c'est celui d'utopie technologique. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie? Qu'est-ce que c'est que cette utopie qu'on souhaiterait créer sur les réseaux virtuels? Une utopie, c'est dans un premier sens une représentation d'une réalité idéale et sans défaut. En quoi l'utopie du réseau technique serait-elle idéale? Avant tout parce qu'elle vient combler un manque. Voici un extrait de l'arrêtiologie de Pierre Musso, pardon, et un extrait totalement correspondant de Corps et Conscience. On voit bien qu'on converge complètement sur l'idée que les réseaux, et le fantasme du réseau, vient, puisqu'on estime que si on est capable de même poser des relations entre des blocs, on pourrait très bien étendre cela à tisser des liens entre les personnes ou entre les espaces de la société. Donc voilà, dans un premier sens, pourquoi il s'agit d'une utopie? Il s'agit d'une utopie parce qu'elle nous paraît idéale. On souhaiterait pouvoir recréer du lien social qu'on a perdu il y a longtemps. Mais dans un second sens, l'utopie, c'est aussi une réalité qui est difficilement accessible. Est-ce que c'est réellement le cas ici? Il s'agit d'un type d'utopie un peu spécial, il s'agit d'une utopie technoscientifique. Et toujours d'après Pierre Musso, qui nous a largement mis en garde contre ce fantasme, il nous dit aussi que de toute façon les utopies technoscientifiques sont toujours réalisées. Et il prend comme exemple, par exemple, les voyages extraordinaires de Jules Verne. Donc finalement, effectivement, il y a un peu plus d'un siècle, aujourd'hui on les a tous non seulement réalisés, mais on est allé beaucoup plus loin. Et quelques autres exemples un petit peu moins canoniques finalement, il y a aussi les androïdes de Philippe Cadic. Donc ça c'est une photo qui date de 2005. Alors on n'est pas encore à devoir faire des tests de Voigtkampf sur l'interaction avec les androïdes pour déterminer s'ils sont réellement humains ou non. On n'a pas encore de Blade Runner, mais d'un point de vue matériel, on commence à être, de manière très très impressionnante, proche du corps humain justement. On n'est pas encore tout à fait proche de la conscience, mais on est très proche du corps. Et même d'un point de vue un peu plus mondain, un roman des années 2000, de l'année 2000 d'ailleurs, sorti en 2000, qui s'appelle La vie domotique de François Miziot, où il décrit finalement tout un monde dans lequel la vie domotique serait totalement transformée par une abondance de robots, un truc classique, hein, sauf que c'était en 2000. Et aujourd'hui, 12 ans après, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un Roomba. C'est un petit aspirateur électronique qui vous appuyez juste sur un bouton on et puis il se balade dans votre maison et il nettoie tout. Et aujourd'hui, il est en vente dans tous les magasins d'électroménager. Je veux dire, vous allez à la Fnac de Nice, il y en a partout, c'est dans l'entrée. C'est parce que je ne vais jamais être dans aucun magasin. Je n'ai jamais vu, mais je connaissais ce Donc, effectivement, sur ces points-là, on peut considérer que les utopies technoscientifiques sont toujours réalisées. Et Musso a pour ça une explication qui est effectivement assez rationnelle. C'est que ce sont les fantasmes des œuvres de fiction qui vont orienter la recherche réelle, parce qu'elles créent une attente chez le public, et que donc c'est à partir de cette attente qu'il va y avoir un bénéfice financier à terme, et donc une orientation de la recherche. Donc voilà, en gardant à l'esprit cette idée que l'utopie du réseau, dont on a aujourd'hui les moyens, de créer, a priori, si on se base sur l'expérience au moins du siècle précédent,
peut-être même des siècles précédents, mais je n'ai pas trouvé d'exemple suffisamment fréquent, l'utopie technoscientifique a tendance à se réaliser. Je vais donner un exemple d'utopie technoscientifique un peu plus développé. C'est simplement, enfin l'utopie du réseau, c'est la fameuse émission sur les épaules de Darwin, donc dont on parle dans À propos de corps et conscience. La citation, c'est que l'idée, c'est que cette émission est capable de nous raccommoder avec toutes les autres espèces. Il rassemble la grande famille des vivants. Nous rentrons dans la grande maison. Donc sur les épaules de Darwin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de France Culture. France Inter, j'ai un petit doute, c'est ça, de France Inter. Donc il y a une émission de découverte et d'évocation des travaux et des vies de nombreux auteurs, et inventeurs, scientifiques, littéraires, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour aboutir à ce grand rassemblement, à ce sentiment d'unité avec le reste du monde, on passe par un moyen technique. Un moyen technique, donc c'est la radio, le podcast, peu importe. Donc, pour que vous compreniez, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux, voici par exemple. Donc ça, c'est un extrait de la série Les Chants de la Nature, qui parle de la biophonie. Donc la biophonie, c'est donc tous les sons de la nature qui ont été... Non, c'est bon, il n'y a rien, c'est simple. Enfin, c'est surtout le son qui est intéressant. Ça, c'est Bernie Krause, donc la personne qui a justement un peu inauguré la biophonie, donc le concept d'aller enregistrer finalement le son de la nature, les sons de la nature. Donc il y a une série d'émissions sur les épaules de Darwin autour de la biophonie. Et donc, pour entendre tous les sons de la nature, on se rend compte qu'on dépend d'un ensemble de dispositifs techniques qui sont très complexes à maîtriser. Pour réussir à enregistrer le son d'un arbre, on découvre ici que c'est un arbre qui chante, le son qu'on entendait tout à l'heure, ce tapement de tambour, c'est un arbre qui chante. C'est ça. L'explication, c'est qu'effectivement, avec la sécheresse, les cellules se gonflent puis éclatent. Et en éclatant, en fait, elles vont émettre un certain nombre de phéromones qui vont faire venir des insectes, etc. Enfin, bon, c'est intéressant. Mais donc, pour réussir à découvrir aujourd'hui que les arbres chantent, et en tout cas émettent un son, il faut un dispositif technique extrêmement complexe. Et même au-delà du fond, simplement dans la forme de l'émission, essayer de comprendre finalement la complexité du système technique qui est nécessaire donc à ce sentiment de partage évoqué par l'émission. L'expertise de la machine, donc des objets, la fameuse expertise des objets et de la machine dont on parlait au tout début, Amundsen parle, mais il faut réussir à récupérer le son qu'il fait, être capable de l'encoder, de le transmettre par des ondes, de retransmettre sur tout le territoire, de redécomposer ce signal, de le retransformer en signal analogique, sonore, de trouver un moyen d'émettre ce son d'une manière qui soit audible par nos oreilles. C'est un dispositif technique qui est monstrueusement compliqué, au final, pour aboutir à un sentiment de rassemblement avec beaucoup d'autres espèces qui sont simplement incapables aujourd'hui d'aboutir à cette maîtrise des dispositifs techniques. Donc, finalement, cette citation me paraît très, très intéressante avec ce qu'on a vu auparavant, c'est que l'humain, nous, en tant qu'espèce animale, sommes limités par nos équipements biologiques, bon, comme toutes les autres espèces. Hein. Peut-être qu'on est un peu plus limité que d'autres, peut-être moins que d'autres aussi, hein. Peut-être qu'on a plus d'équipements biologiques d'appréhension du monde qu'un ver de terre. Mais... On n'a pas les mêmes. Oui, ouais, tout à fait, on n'a pas les mêmes. Donc, certes, l'humain n'est pas toujours le mieux équipé, mais il le sait. Et la question, c'est que se passe-t-il quand l'humain augmente ses capacités avec des objets ou des machines, comme on a vu qu'il était tout à fait capable de le faire. Et c'est là qu'on fait le lien avec l'empathie, finalement. Je vais essayer de symboliser de manière très, très haute, finalement, les différentes étapes de l'empathie humaine. Alors attention, il y a un gros bémol, hein, c'est que c'est valable dans nos sociétés, etc. Mais il semblerait que dans ce contexte-là, la capacité d'empathie se trouve élargie avec la mise en place des outils. Donc, Jeremy Rifkin, l'auteur de The Empathic Civilization, décrit l'évolution de l'empathie selon l'étendue des groupes humains sur lesquels cette empathie va porter. Donc, à l'origine, on a tous une capacité d'empathie instinctive
pour les membres de la tribu, c'est les liens du sang. Hein. On reconnaît les personnes qui en a grandi, qui sont proches de nous. Donc notre empathie au début s'étend jusque-là, et les autres, ce sont les autres justement. La deuxième étape de l'empathie développée par Rifkin, c'est l'empathie religieuse. Donc je suis proche de tous mes co-religionnaires. Peu importe finalement d'où ils viennent, etc. S'ils ont les mêmes attributs religieux, je peux me sentir proche d'eux. Et c'est là que finalement on se rapproche enfin, on peut faire le parallèle avec Michel Serres, donc un académicien, qui parle de trois grandes révolutions dans l'histoire. La première étant le passage de l'oral à l'écrit. Et les religions, les grandes religions monothéistes, sont toutes basées sur un grand livre. Donc finalement, il y a un lien entre la capacité d'empathie religieuse, donc première grande étape dans la largeur, enfin, la taille de l'empathie que chaque personne est capable de donner, il y a un lien avec la capacité technique de maîtrise de l'écrit. L'étape de l'empathie suivante, c'est avec l'arrivée des États-nations, c'est l'empathie portée à toutes les personnes qui sont de même nationalité que moi. Et là encore, il y a un lien avec la seconde révolution dont parle Michel Serres, qui est le passage de l'écrit à l'impression, à l'imprimé. Pour que l'État-nation existe, donc l'État-nation il dépend aussi d'une structure administrative, il dépend de règles partagées, il dépend d'une capacité de transmission de ces règles dans tous les territoires, et il faut donc être capable de reproduire ces règles à l'identique et de les diffuser rapidement. Il dépend de la capacité de publication. Et donc, la dernière étape de l'empathie, celle vers laquelle Rifkin voudrait nous faire tendre, c'est l'empathie mondiale. Et la troisième grande révolution dont parle Serres, c'est l'informatisation. Et effectivement, on commence à voir les prémices de cette capacité d'empathie. Par exemple, lors du tremblement de terre en Haïti, je ne sais plus si c'était l'an dernier ou l'année précédente, la capacité de réaction, pas seulement des ONG dont c'est le travail, mais de chaque individu a été démultipliée justement par les capacités de communication. Dans l'heure qui a suivi, le réseau Twitter sur lequel on échange des messages instantanés a repéré l'urgence d'une crise humanitaire en Haïti. Dans l'heure qui a suivi, il a commencé à y avoir des vidéos publiées sur des réseaux type YouTube de l'état de catastrophe dans lequel était Haïti. Et dans l'heure suivante, il y a déjà eu des réactions spontanées, donc des personnes qui ont commencé à mettre en place des levées de fonds, des personnes qui ont organisé des voyages, des personnes qui ont organisé des collectes, des comités de soutien locaux, etc. À une vitesse incroyable par rapport à ce dont on avait l'habitude, où il fallait d'abord une prise en compte étatique ou par des ONG dont c'est le travail, qui font un travail de veille en permanence, etc. Et Haïti, dont finalement pas grand monde parlait au quotidien, est devenu un souci majeur d'un sous-ensemble de la race humaine. Moi, les personnes qui certes partagent la connexion à ces réseaux, il ne s'agit pas de dire que la race humaine est d'un seul coup reliée, mais pour les personnes qui sont reliées sur ces réseaux-là, effectivement, on a une empathie qui vient dépasser toutes les limites qui étaient là habituellement. Voilà pour ce qui est des étapes de l'empathie humaine. Donc, on en est actuellement entre le national et le mondial, et la grande question c'est est-ce qu'on peut réellement accomplir cette idée de l'empathie mondiale. Mais j'ai trouvé intéressant de pousser la réflexion en tentant de voir s'il n'y avait pas une relation structurelle entre ces étapes d'empathie humaine avec les étapes de l'empathie non humaine. Alors encore une fois, la grande limite que je vais poser, c'est qu'ici, on va parler d'une ontologie naturaliste. Je ne saurais pas dire si les étapes que je vais décrire auraient le moindre sens dans une ontologie dans laquelle les humains et les non-humains partagent une âme. Donc la première étape dans une ontologie naturaliste, c'est l'empathie avec les animaux domestiques, l'empathie avec les animaux dont on est proche parce qu'ils nous sont utiles. Je vais me soucier du bien-être de mon chien de chasse, par exemple, parce qu'il m'est utile dans un premier temps. Peut-être qu'ensuite je vais développer de l'affection pour lui, mais d'abord, ma capacité d'empathie est limitée aux animaux que j'ai domestiqués. Par la suite, l'invention des animaux de compagnie élargit notre capacité d'empathie à des animaux qui n'ont pas
une utilité fonctionnelle, mais peuvent m'apporter quelque chose d'un point de vue émotionnel, par exemple. L'étape suivante, qui est finalement très récente, c'est celle de la protection des animaux. Les grandes campagnes de protection des baleines, par exemple, pendant la seconde moitié du XXe siècle, prouvent que l'humain est capable de s'attacher à des animaux qu'il n'a même jamais rencontrés réellement. Je veux dire, toutes les personnes qui ont soutenu les campagnes de protection des baleines, je ne pense pas qu'il y en avait la majorité qui était allée nager auprès des baleines. Et pourtant, il y a eu un sentiment d'empathie pour ces grands mammifères. Et finalement, c'est là qu'on peut voir aussi un lien avec les outils. C'est que ces campagnes de protection, on sait qu'elles ont été particulièrement efficaces à partir du moment où on a été capable de diffuser des disques vinyles d'enregistrement du son des baleines. Et c'est là qu'on a un lien avec la biophonie, finalement, tout à l'heure. Le grand public s'est ému de la vie des baleines à partir du moment où il s'est rendu compte qu'elles étaient capables d'émettre des sons qui nous touchaient. On a commencé à avoir une sensation d'empathie pour ces animaux à partir du moment où on était capable d'entendre les sons et donc d'avoir une expérience cognitive partagée avec eux. Alors, est-ce que la suite, ce serait l'existence numérique des animaux pour qu'ils puissent s'intégrer dans les fameux réseaux sociaux dont on parlait auparavant, qui, semble-t-il, ont un effet dans l'empathie humaine? Serait-il possible qu'ils aient également un effet pour l'empathie que nous pouvons avoir pour les non-humains? Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est un paon qui s'était échappé du zoo de Bronx, aux États-Unis. Il s'est échappé et une ou des personnes, on ne saura jamais, ont créé un compte Twitter censé personnaliser le paon et relatant ses aventures. Donc bon, c'est assez humoristique. Mais finalement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont émues de ce paon. Alors qu'à l'origine, personne n'en aurait vraiment entendu parler. Est-ce qu'on en aurait entendu parler à travers un fait divers dans le journal? Est-ce que ça aurait amusé les gens? Ici, il y a eu des personnes qui ont commencé à s'en inquiéter au quotidien. Et ce fameux paon a eu des interactions. Alors, certes, bien sûr, il s'agit toujours d'interactions virtuelles, c'est pas le paon qui tapait sur son clavier. Mais pour les personnes qui ont interagi avec ce compte, le souci pour le paon en tant qu'animal réel était présent. Donc ici, par exemple, on a une personne qui s'inquiète de savoir si le cobra du zoo, qui s'était également échappé 2 mois auparavant, avait mangé le paon. Donc il y a eu toute une discussion qui s'est mise en place entre le cobra échappé, le paon échappé et le public autour. Donc il y a eu finalement toute une mise en avant de cet animal, mais cette fois-ci dans une interaction réelle. C'est-à-dire tout le grand public qui s'est ému de Babe au cinéma, par exemple, c'était un acteur, Babe. Ici, on s'inquiète quand même d'un animal réel. Bien sûr qu'il s'agit toujours de virtuel, ce n'est pas l'animal qui vient taper ici, mais est-ce qu'on serait capable de s'en émouvoir de la même manière si, par exemple, une machine générait automatiquement des messages à partir du comportement du paon? Au final, il n'y aurait plus cette interaction humaine où ce serait un humain, où on pourrait imaginer qu'on interagit avec un humain. Ici, on interagirait certes avec une machine, mais au nom du paon. Donc voilà, je pense que ça pose aussi des questions de à quel point on peut élargir notre capacité d'empathie avec les non-humains à travers ces réseaux numériques qui effacent justement la notion de corps, puisque j'interagis exactement de la même manière avec un paon qu'avec une personne ou même avec un État. Voilà, donc les réflexions autour auxquelles m'ont mené ce texte, ça a été tout d'abord que l'empathie humaine semble grandir avec les outils qu'elle se donne. Une question qui se pose est serait-on capable de suivre le même chemin pour l'empathie avec les non-humains? Je pense qu'ici, la grande différence, dans un cas on peut être plus affirmatif et dans l'autre non. Je ne pense pas que ce soit que fondamentalement on peut plus s'en douter. C'est simplement que les outils qui nous sont nécessaires pour élargir notre empathie aux non-humains sont intervenus beaucoup plus récemment que les outils nécessaires pour l'empathie avec les humains. Et donc finalement qu'on a moins de passé sur lequel on peut se baser pour déterminer si dans le futur ce sera possible ou non. Je pense que c'est seulement à partir de la seconde moitié du XXe siècle qu'on a été capable, par exemple, justement
trouver, d'expertiser de nouvelles machines qui étaient capables d'avoir les mêmes, enfin de nous donner les mêmes capacités cognitives que d'autres espèces. Et une question un peu plus large, qui est finalement sur, puisqu'on est quand même en anthropologie écologique, est-ce que l'écologie, dans le sens de protection de la nature, de souci de l'environnement, est-ce que finalement il serait conditionné par cette capacité d'élargissement de nos sensations? À quel point on est capable de se soucier des autres espèces tant qu'on n'est pas capable d'avoir une expérience cognitive partagée avec elles?